pense qu'on s'était déjà rencontrés dans le passé à vos anciens bureaux à Argon Ah, 18. OK, ouais, ça se peut. Dans le fond, quand j'étais venu reporter le Krypton, Alex m'avait dit de me faire un café en attendant. Puis là, j'avais eu un faible pour la machine Rocket Espresso. Fait que là, j'ai commencé à me faire un café, puis c'est ça, on avait juste parlé de vélo comme. Ah, Puis, OK. puis je pense que tu m'avais parlé, c'est ça que tu avais commencé à rouler avec des tires plus larges, puis que dans le fond, tu tripais plus sur le confort que dans le passé. Fait qu'on avait beaucoup parlé de justement le Supple Life, là, qui est un gros mouvement dans le monde du cyclisme ces temps-ci. Ouais. Je suis jamais retourné en arrière. Non, c'est ça. Puis j'ai vu la vidéo l'année passée, super inspirante. Je pense que c'était avec ta fille, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Ah, ça avait l'air vraiment cool, ça, comme expérience, là. Ah, c'était vraiment cool. Ouais, puis, tu sais, c'était une opportunité de me présenter un peu, tu sais, comme nouveau CEO. C'est qui ce gars-là? Il fait quoi? Tu sais, puis on va apprendre à me connaître un peu mieux à travers cette vidéo-là. Puis aussi, écoute, on recommence l'expérience cette année, le GBC 500. Là, ça a été une idée de Daniel chez Vélo Café, comme ça, autour d'un café. Puis il dit que pourquoi. Parce qu'eux, ils font beaucoup d'événements internationaux, puis Ouais. tu sais, ils ne pouvaient plus rien faire. Fait qu'il dit, Christian, on fait quelque chose d'encore chez nous. Fait que ça s'est fait à la bonne franquette, mais finalement, ça a eu beaucoup de succès, là. Puis ce Ouais. que je trouvais cool, c'est que c'est la meilleure, je trouve, la meilleure façon de faire la promotion du vélo électrique, là. Mm. Je sais que c'est pas le sujet du jour, peut-être qu'on pourra en reparler un jour, mais tu sais, moi j'avais un oncle qui faisait beaucoup de vélo, puis après un cancer, il avait de la misère à suivre les gens, puis tu sais, l'âge aussi, tu sais, il y a beaucoup de raisons pourquoi, dans le Ouais. fond, tu peux vouloir continuer à voir tes amis, tu sais, parce que dans le fond, c'est le genre de choses que le cycliste, c'est le genre de choses que tu arrêtes un certain temps, puis t'en perds moindrement un peu. Après ça, tu peux avoir beaucoup moins de fun, mais tu sais, je trouve que le vélo électrique ramène justement le fait de pouvoir continuer à suivre peu importe c'est qui, peu importe la forme, puis en faire aussi longtemps qu'avant, tu sais. Ouais, puis une mauvaise conception de ça. Les gens pensent que ils ne font pas d'exercice. C'est totalement faux. J'ai une étude que j'ai lue qui est sortie qu'ils ont testé deux cyclistes là, en vélo de montagne, un électrique, l'autre pas électrique, puis ils ont mis des heart rate monitors, puis ils ont regardé tu sais, Mm. l'effort physique. Puis l'effort physique est le même des deux côtés, sauf la différence, c'est que le cycliste avec le moteur était capable de faire deux fois le circuit pendant que l'autre a fait une fois le circuit. Fait que Ouais, le gars en bac électrique, il a travaillé aussi fort, mais il a eu deux fois plus de fun. Fait que ouais, c'est ça. exact. La conclusion, c'est ça. C'est twice the fun. Ouais, Ouais, exact. C'est une belle façon de d'écrire la ouais, chose. ouais. Ben, aujourd'hui, moi, j'avais quelques questions pour toi. Je pense que c'est principalement par rapport, tu sais, on voit beaucoup les gens parler du fait qu'il n'y a pas beaucoup de vélos en magasin, il n'y a pas beaucoup. Tu sais, on est en plein milieu d'une pénurie. Puis, Mhm. dans le fond, suite au Bike Show à Taïwan, qui était virtuel cette année, il y a comme eu des chiffres farfelus qui ont été lancés à gauche puis à droite, des affaires de ça va prendre 2 ans et demi avant qu'il y ait des chaînes qui reviennent sur le marché. Tu sais, c'était comme totalement absurde. Puis c'est comme il y a une grosse machine à rumeurs. Puis je me disais que dans Mhm. le fond, un CEO d'une très grosse compagnie de vélo pourrait facilement venir peut-être apporter des lumières sur le sujet. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer par se demander, tu sais, dans le fond, c'est quoi qui se passe présentement dans le monde du vélo? Pourquoi il y a cette pénurie-là? Je pense, tu sais, on va commencer par le phénomène, tu sais, ben, COVID, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Puis le fait que tous les sports de groupe ont été annulés partout. Tu sais, il restait les sports individuels que tu pouvais faire. Puis dans les sports individuels, évidemment, il y a la course, mais il y a le vélo. Tu sais. Puis je pense que le vélo, c'est dans les sports individuels les plus accessibles, les plus le fun. Fait qu'il y a un énorme engouement pour le vélo à cause de ça. À cause aussi du fait que les gens arrêtent de voyager. Puis, tu sais, je pense que les dollars accessibles aujourd'hui sont là. Fait qu'ils veulent de l'exercice, ils veulent sortir de la maison parce qu'ils sont confinés. Donc, le vélo connaît un essor jamais vu dans l'industrie. Là, au niveau de la demande, pour fournir cette demande-là, tu sais, au début du COVID, il y a la majorité des composantes, des cadres, de tout, c'est fabriqué en Asie, là, beaucoup à Taïwan, beaucoup en Chine, en Malaisie, au Vietnam, etc. Donc, ça vient tout de l'Asie. Puis ces pays-là ont fermé assez rapidement au début du COVID
pendant une longue période. On parle de 3 mois de fermeture complète des usines. Shimano, ils n'ont rien produit pendant 3 mois, les usines de carbone, etc. Donc, ils ont accumulé un super gros backlog. Puis le retour à la production s'est fait graduellement. Quand ils ont réouvert, ils ont été obligés, les gouvernements là-bas ont mis en place là, des règles assez strictes de quarantaine pour réintégrer les usines. Les usines ont dû même avoir créer des chambres dans l'usine pour que les gens soient en quarantaine à l'intérieur de l'usine avant de réintégrer. Puis une fois qu'ils ont réintégré l'usine, ils ne pouvaient plus sortir. C'est devenu ils ont été confinés en usine pour ne pas sortir et ramener le virus dans l'usine. Donc, ce qui fait que quand ils ont redémarré les usines, ça a créé d'autres délais. Puis espèce de perfect storm entre la demande énorme et la fourniture fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore rattrapé le backlog. Ils ne fournissent pas à fournir. Puis le backlog est encore là. Donc, ça, c'est le premier phénomène qui a été au début du COVID. Après ça, ben, toute la demande au niveau, la demande mondiale, on l'entend, les piscines, tout le bois d'œuvre, tout, ce qui fait qu'il y a certains manufacturiers qui sont en pénurie de matériel brut, comme de l'aluminium, par exemple, où ils ont de la misère à approvisionner parce qu'il y a une grosse demande mondiale pour un paquet de trucs. Puis, donc, l'approvisionnement en matériel brut est difficile, puis il y a des délais aussi. Donc, quand tu accumules tout ça ensemble, ça fait des délais plus longs au niveau puis la demande, par exemple, au niveau des groupes. Tu as des Shimano qui est un peu un monopole avec SRAM. Nous, dans des groupes de triathlon route là, dans la montagne, tu as 2 fournisseurs dans l'autre gamme. Hein? Fait que les autres, ils ont été matraqués par une demande excessive avec des délais de production puis des délais de livraison très longs. Rajoute à ça tout l'engorgement dans les ports, le supply chain. C'est vraiment un perfect storm complet. L'autre élément, c'est qu'ils sont. On parle avec les manufacturiers de composantes, puis ils ne sont pas en train de rajouter de la capacité, parce que est-ce que c'est une bulle? Est-ce que cette demande-là va baisser? Dans combien de temps elle va baisser? On va-tu être pris de capacité excédentaire? Puis, rajouter une usine de production de dérailleurs, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années à planifier, à organiser et à mettre en place. Fait que, ils n'ont pas pu rajouter de la capacité de production. La demande est forte. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais, je sais que le troisième facteur a beaucoup été mentionné parce que dans le fond, c'est comme un amalgame aussi avec le premier facteur, où il disait que la bulle COVID dans le fond, l'industrie aurait été stable pendant plusieurs années, ça je le disais quelque part, puis que le COVID aurait fait en sorte que ça aurait augmenté de 30 à 40 dépendant des marchés, la demande. Puis ce 30 à 40 %-là n'est pas reflété parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui pensent que c'est une bulle, puis qu'après ça, les gens vont se désintéresser au retour à la normale, donc ils ne veulent pas agrandir. Fait que c'est un peu. C'est ça. Ils attendent que ça s'essouffle, mais moi, je serais bien curieux de voir si les gens vont vraiment cette année, pas cette année, mais vont abandonner le vélo dans le moyen long terme parce que bien que les gens recommencent à voyager, si tu as la piqûre à un moment donné, je pense que ça va sûrement rester. Oui, mais je pense que c'est un phénomène aussi, un style de vie plus santé, plus exercice. Je pense que les gens aussi ont réalisé. Le COVID a accéléré bien des affaires, a accéléré. Je voulais me remettre au vélo, ça fait 3 ans que j'y pense. Oups, là, je le fais. C'est que ça accélère bien des décisions que des gens avaient peut-être mis de côté un peu. Là. Puis, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le style de vie plus santé, c'est quelque chose avec lequel tout le monde pense aujourd'hui. Puis le vélo est une composante importante de ce style de vie-là. Hein. Exactement. Ouais. Puis selon toi, puis j'imagine que vous avez sûrement aussi des projections par rapport à ça, ça risque de durer combien de temps, cette pénurie-là de composantes? Écoute, grosso modo, là, quand on regarde la saison en cours, là, 2021, là, en ce moment, on le sait, les boutiques sont vides. Nous, nos distributeurs en Europe sont vides. Ça a eu un effet positif où tout notre inventaire obsolète, là, parce on sort d'une transition
des freins à rime ou freins à disque. Là. Fait qu'on avait. Fait que les inventaires sont vides. Tous nos inventaires, notre obsolète est sorti. Même chose chez nos distributeurs. Fait que là, aujourd'hui, quand je parle à mes détaillants, ça varie entre 50 et 90 des vélos qu'on va leur livrer cette année. Ils sont déjà prévendus. Ils ont pris des dépôts l'année passée, cette année. C'est presque un pass-through. Ils estiment, eux, là, nos détaillants à qui on parle, qu'à la fin de la saison, ils vont être encore vides. Okay? Fait que là, les vélos vont arriver 2022. Ils vont avoir prévendu une certaine partie de ces vélos-là aussi. Les inventaires vont commencer à se refaire tranquillement un peu partout parce que les inventaires sont vides partout. Moi, je pense que le temps que les inventaires se refassent, ça va prendre. On est en 2023, fait que le retour à la normale, je pense, 2023-2024. Je pense que la saison prochaine, ça va être encore la folie. Là. C'est ce qu'on voit sur le marché. Je n'ai pas de boule de cristal, mais si en fin de saison, nos détaillants sont vides, sont déjà en train d'acheter. En fait, juste pour que tu saches, nous autres, à cause des délais de livraison qui sont accrus un peu partout chez nos fournisseurs, en fin février, on avait commandé pour la saison 2022 l'ensemble des cadres composantes sur des forecasts on a créés pour l'ensemble de nos vélos qu'on devait commander pour 2022, pour que nos détaillants les aient atteints cette année en 2022 dans les boutiques. Parce qu'on livre aux boutiques en principe février-mars, pour qu'ils aient le temps de tout assembler, organiser leur saison. Cette année, on va livrer au mois de mai. C'est un petit peu en retard, mais alors, à temps pour la saison, que je regarde dehors, là, puis ça a l'air à s'accélérer pas mal. Mais je pense que réalistement, 24, retour à la normale complet, 23, ça va commencer à se sentir un peu plus normal. Là. Ah, c'est fou, pareil. Mais ça fait du sens avec les projections que j'avais entendues suite au show de Taïwan, mais c'était tellement, il y avait tellement de rumeurs et de monde qui commentait que euh, c'est le fun de pouvoir valider l'impression de chez Argon, mais c'est hallucinant quand même quand on pense que ça va avoir touché. Veux pas, ça a commencé l'année passée, la folie, puis ça va durer 2 à 3 ans dans le fond. Puis, il y a beaucoup de fournisseurs de pièces qui pensent que c'est une demande artificielle. Quand tu es un manufacturier comme nous, il y en a beaucoup qui ont placé plusieurs commandes, puis la première commande qui arrive, ils cancellent l'autre pour être sûr d'avoir du stock. Fait qu'il y a comme, une espèce de. Ça a été gonflé un peu artificiellement à cause des commandes multiples que beaucoup de manufacturiers ont placées un peu partout. Puis à cause de ça, Shimano te demande de payer longtemps d'avance pour s'assurer que à partir du moment qu'ils mettent en production ta commande, te payer parce qu'ils ne veulent pas se faire annuler une commande à la dernière minute. Fait qu'il y a beaucoup de manufacturiers, entre autres des usines, qui se protègent pour s'assurer que la demande n'est pas artificielle. OK. Du côté du fibre de carbone, c'est plus difficile à faire parce qu'ils ont les moules, ils ont tout ça. C'est assez difficile de dire je recommence avec des nouveaux moules ailleurs. Là. Ouais. Tu peux te passer une commande chez SRAM, chez Shimano en même temps, puis la première qui arrive, tu appelles l'autre. Il y a moyen de faire de l'arbitrage. Là, puis je pense qu'il y a beaucoup, il y a du monde qui l'ont fait dans le marché. Là, puis les fournisseurs ont un peu peur de ça là, en ce moment aussi. Ouais, avec raison jusqu'à un certain point. Puis, dans le fond, tu m'as dit que vous aviez réussi comme à tout sortir votre inventaire passé grâce à la COVID, mais est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences, pour vous d'un point de vue business à toute cette pénurie-là? Euh, Je te dirais qu'au niveau recherche et développement de nouveaux produits, c'est ralenti un peu parce que nous, on travaille conjointement avec des usines en Asie pour développer nos nouveaux produits. Nos ingénieurs à Montréal de fibre de carbone travaillent avec des ingénieurs qui sont en usine, puis ces gens-là ne sont pas très disponibles pour des nouveaux produits parce qu'il y a il y a beaucoup de monde, les travailleurs en cravate chez ces fournisseurs-là sont rendus dans le shop à faire du travail manuel pour pouvoir sortir et rajouter des shifts. Là, donc, ça ralentit un peu là, les cycles de nouveaux produits là, à cause de la disponibilité des gens là-bas. Puis aussi la disponibilité des pièces. Donc, ça c'est un impact là, où il y a quelques projets qu'on a dû mettre ça à la glace là, pour une durée.
Donc, ça, c'est un impact, je dirais, plus négatif. Mais l'impact positif, c'est la demande, puis la croissance là, de l'industrie qui nous permet d'avoir une belle croissance chez Argon avec un bon chiffre d'affaires ça, je dirais que c'est le côté positif avec les défis d'approvisionnement. Mais tu sais, on s'adapte. Hein, quand tu sais, cette année, je pense que tout le monde s'est fait prendre de court un peu. Mais là, nous autres, on a déjà placé nos commandes pour 2022. On fait des forecasts avec nos clients beaucoup plus longtemps d'avance. On est obligé d'avoir une visibilité à plus long terme. On a dû se réorganiser, puis on s'adapte, puis on en est déjà adapté à la nouvelle réalité. Puis c'est quelque chose qu'on veut garder. On a dû se réadapter à penser plus long terme, puis à avoir ces discussions-là avec nos clients à plus long terme, des forecasts à plus long terme. C'est quelque chose qui est plus sain, je te dirais, pour l'ensemble de l'industrie, pour nous, puis c'est une pratique qu'on va garder, ça. Mm-hmm. Ouais, c'est. Puis, mais, tu sais, dans le fond, aussi, vous avez une question que la plupart des gens se posent, tu sais, c'est. Là, on a parlé du long terme, mais quand vous avez su qu'il y avait cette crise-là, puis que vous étiez comme un peu devant, parce que vous deviez avoir beaucoup de frames, puis peu de composantes comme plusieurs constructeurs, comment vous vous êtes adapté rapidement à cette problématique-là? En fait, la plus grosse problématique, c'est vraiment au niveau des groupes, là. Mm-hmm. Donc, assez rapidement, quand on a vu les délais que Shimano nous donnait sur des commandes qu'on avait commandées, qu'on avait placées il y a longtemps, puis que les seules nouvelles qu'on a eues, c'est un autre mois, un autre 2 mois, c'est comme, OK, le prochain téléphone, ça ne sera pas, je te livre ta commande. Le prochain coup de téléphone, probablement que ça va être un autre 2 mois. Fait que, tantôt, tu dis un gros manufacturier, on est un petit là, par rapport aux autres. Là, puis on est une grande, je dirais moyenne, là, mais chez Argon, le processus décisionnel puis, est assez rapide. Ce qu'on a fait, on s'est reviré de bord assez rapidement, puis on a switché toutes nos composantes de Shimano à SRAM pour la saison 2021 parce que, pour être bien honnête, on n'aurait pas eu de vélo en boutique avant septembre, à l'époque où on a pris la décision, mais même encore aujourd'hui, avec ce qui a été communiqué par Shimano, ça aurait été encore plus tard. Donc, fait qu'on a décidé, nous autres, on s'est regardé, on s'est dit, OK, là, si on va avoir des vélos, on va fournir nos détaillants cet été, il faut qu'on fasse quelque chose. On a tout changé nos bill of material, on a switché toutes nos composantes de Shimano à SRAM. Puis à l'époque, SRAM était encore dans des délais raisonnables. Donc, on a passé, on a pris la décision un week-end. Les gars ont travaillé super fort. On a tout changé nos composantes au niveau là, des commandes, passé les commandes chez SRAM. Puis aujourd'hui, on va avoir des vélos en mai qu'on n'aurait pas eu si on était resté avec Shimano. Fait que, être petit, probablement que dans ce temps-là, c'est bon parce que c'est un bateau que tu peux tourner rapidement. Un gros bateau, ça ne tourne pas vite. On l'a vu au canal de Suez. Là. Ça peut rester pris même des fois. Puis il y a certains de nos concurrents, je sais qu'eux autres, n'ont pas un bateau aussi vite à tourner, puis sont un peu pris. Puis il y a certains gros manufacturiers qui ne livreront pas de vélo avant août, septembre là, cette année. C'est quand même fou. Ouais. Puis, est-ce que la réponse de la clientèle a été bonne? Parce que je lisais quelque part qu'il y a des gens qui sont, mettons, moi, je ne suis pas tant attaché à ma transmission, là, mais il y en a qui ont comme un lien émotionnel quasiment avec leur transmission. Et je ne sais pas si. Oui, il y en a, mais je te dirais que ce n'est pas la majorité. En fait, quand on a pris cette décision-là, on a pris la décision, puis on a appelé tous nos détaillants. On a dit, on fait ça pour pouvoir avoir des vélos pour la saison. Est-ce que vous gardez la commande? Est-ce que vous enlevez des vélos? Puis je dirais que dans 95% des cas, les gens ont dit go, 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 bonne décision. Nous autres, on veut des vélos à vendre. On est, oui, attaché, mais pas tant que ça. Puis en fait, on avait des craintes d'avoir des cancellations, puis ça a fait l'effet inverse. Les gens ont dit ah, vous allez avoir des vélos, j'en veux plus. Fait qu'on est allé chercher des commandes additionnelles. Donc, je te dirais qu'en Europe, c'est peut-être un peu plus sensible à Shimano qu'en Amérique du Nord. Ouais. Okay. Mais ça a eu un effet positif, en fait, parce que
on sécurisait. Tu sais, à quelque part, les boutiques, ils veulent des vélos à vendre. La business, là, tu sais, s'ils n'ont rien à vendre, le loyer, il est là pareil. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont bien apprécié le fait qu'on. Nous autres, le focus, c'est comment on peut livrer pour la saison. Ah, intéressant, intéressant. Écoute, ça fait pas mal le tour de mes questions que j'avais aujourd'hui. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Argon? Parce que là, tu disais jusqu'à. On risque d'être en genre de pénurie jusqu'à quasiment 2023. Dans les années à venir, comme outre d'un point de vue business, là, si on parle mettons, d'un point de vue vraiment consumer, qu'est-ce que le consommateur peut s'attendre d'Argon dans les années à venir? Nous, on travaille beaucoup en ce moment avec la technologie. Là, tu sais. Donc, tu sais, chez Argon, on a beaucoup. Le volet technologique, fibre de carbone, tu sais, on a des spécialistes en composite qui ont des doctorats en composite, puis tu sais, qu'on travaille beaucoup avec les usines sur des nouveaux matériaux plus légers, plus durables. Tu sais, donc, puis il y a eu un gros emphase sur la légèreté des cadres, etc. Beaucoup de travail qui est fait pour adapter nos cadres au type de ride, tu sais, comme un vélo de gravel au niveau là, du tressage puis du lay-up, comme on appelle en anglais, là, du carbone pour l'absorption de la vibration. C'est très différent d'un vélo de route, etc. Donc, on continue à travailler très fort sur ces projets-là pour avoir des vélos et des cadres vraiment haut de gamme qui sont adaptés à l'usage qu'on en fait. Mais aussi, depuis plusieurs années, on travaille aussi on a développé Nocio, là, donc un volet technologique au niveau de la mesure de l'aérodynamisme parce il y a un gros gain. Aujourd'hui, il y a un gros gain à faire au niveau performance quand tes produits sont vraiment travaillés d'un point de vue aérodynamique. Donc, Nocio nous a permis de développer un produit qui permet de. C'est un peu ton wind tunnel personnel sur la route là, qu'on a développé. Puis on utilise beaucoup Nocio pour valider ce qu'on fait sur la route avec nos propres produits. Donc, on travaille beaucoup sur l'aérodynamisme, sur tous les volets de ce qu'on fait, et aussi inclure de la technologie à l'intérieur des vélos. Là, donc, on parle d'intégration. On parle beaucoup de sécurité en vélo dans les dernières années. Là. Mais la sécurité, ça passe à travers. La première chose qui rend un vélo sécuritaire, c'est de te faire voir. Là, donc, des lumières intelligentes, intégrées, qui vont faire que moi, quand je sors, je n'ai pas mes lumières, c'est parce que je ne les ai pas enlevées de mon vélo que j'ai oublié de les charger. Ce n'est pas parce que je ne veux pas en avoir des lumières, mais si tu n'as pas quatre bebelles différentes à charger sur ton comptoir à la fin de la journée, puis tu peux charger le vélo, puis ça charge tes lumières, puis ton computer. Donc, on travaille beaucoup sur l'intégration de technologies à l'intérieur même du vélo, en utilisant aussi des technologies qu'on a développées dans Nocio au niveau là, de plusieurs sensors d'environnement, au niveau du gyroscope, etc. Donc, pour pouvoir plus intégrer ces composantes-là. Un power meter, il faut que tu le charges. Ton computer, tu le charges. Tes lumières. Comment on peut intégrer tout ça dans un vélo puis charger ton vélo? Donc, on a un gros volet technologique. Donc, chez Argon, on a pris du coffre au niveau d'équipe d'engineering aujourd'hui. C'est une équipe technologique qui font du code puis ils travaillent sur des applications. Puis l'équipe en même temps l'équipe de fibre de carbone là, qui travaille sur les produits. Donc, c'est vraiment le maillage entre les technologies et le vélo là, sur les projets sur lesquels on travaille. C'est le rêve, quoi. Pouvoir charger juste une chose. Parce que, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, tu sais, dans le fond, tu as deux lumières à charger. Si tu as un Di2 ou autre dérailleur électronique, il faut que tu le charges. Après ça, il faut que tu charges ton GPS, ton power meter. À un moment donné, ça finit plus de tout ce que tu as chargé. Puis c'est vrai, moi-même, une couple de fois par année, je pars puis j'oublie. Fait que ça serait fantastique si tout pouvait être combiné ensemble. C'est ça. Et puis ça se fait à travers de l'intégration. On ne développe pas tout nous-mêmes. Là. Mais un exemple précis, là, tu parles de Di2. Là, Shimano ne nous donne pas accès à pouvoir charger nous donnait pas accès à pouvoir charger la batterie à part leur propre chargeur, l'industrie travaille avec Shimano, puis Shimano, dans les années futures, vont nous permettre de pouvoir accéder à la batterie puis la charger à travers un port de chargement interne. Mais ça ne pouvait pas se faire avant parce que Shimano ne voulait pas, parce
que si je chargeais la batterie Shimano à travers mon propre chargeur, il waivait la garantie. C'est des choses qui ne se font pas en vase clos, qui se font en collaboration avec les manufacturiers. Mais tout ça, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il y en avait là, de la part des manufacturiers parce qu'ils comprennent le besoin du client éventuellement. Ouais, puis tu parlais d'aérodynamisme. Je ne sais pas à quel point c'est aérodynamique, l'espèce de petit bloc que tu mets en dessous de ta potence, là. Mais j'imagine que s'ils travaillent sur des potences puis des guidons vraiment très aéros, ça ne doit pas être super. Fait que, comme le fait que ce soit un jour tout intégré via un Tu as un seul bénéfice port. aéro, tu as un bénéfice au niveau de l'expérience client. L'expérience usager, Mhm. c'est, tu le sais, je peux-tu brancher mon vélo? Donc, si je fais ça, ça veut dire que je suis toujours chargé, mon DI est toujours chargé, mes lumières sont chargées, je suis plus sécuritaire. Tu sais, Mhm. il y a un paquet de bénéfices au niveau de l'expérience, là. Ah ben C'est ça à quoi on réfléchit beaucoup aujourd'hui, puis on travaille. Ouais. le futur va être très intéressant. Ouais. J'ai déjà hâte de changer mon Ton gallium. vélo. C'est ça. Mon nouveau gallium, d'ailleurs, je parlerai à Alex de ça en temps et lieu. Ah, c'est ça. Super, ben, hey, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était vraiment instructif. Je sais pas, ben, si toi, tu avais des questions, j'imagine que non. Ben non, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites avant Ah ben tout. C'est merci. super bon. Je vous lis régulièrement, Ah ben puis merci. c'est vraiment bien. Continuez à éduquer les gens, puis moi, je suis disponible quand tu veux. Si tu veux là, parler d'e-bike, là, je peux t'en parler longtemps, là, sur les projets sur lesquels on travaille en électrique, là. Pour nous, l'électrique, quand tu dis qu'est-ce que tu t'attends d'argon, je viens de penser au spin, c'est l'électrique est un gros volet pour nous, là, puis Mhm. on veut se démarquer dans l'électrique, là. Ah, mais je pense qu'il y a définitivement beaucoup de potentiel là-dedans. Peut-être qu'on pourra en reparler un jour, on pourra en communiquer parce que c'est vraiment un sujet qui gagne en intérêt. Mais ce qui est drôle, c'est que le sujet gagne en intérêt, mais les gens sont gênés d'aller lire sur le sujet. Moi, ce que je remarque, c'est que quand je fais un post, il n'y a personne qui clique dessus ou qui engage avec sur les médias sociaux. Mais quand les gens rentrent via Google, fait que, tu sais, les gens vont chercher sur Google un peu en secret, mais vont jamais engager avec un post sur Facebook qui est en lien avec l'électrique. Fait que je pense qu'il y a une grande soif, mais que les gens sont pas encore prêts comme en Europe, mais que ça s'en vient. Mais l'Europe, tu sais, je vais conclure, l'Europe, c'est très inégal. Tu sais, l'Europe, tu vas en Italie, là, l'électrique, là, c'est dans les marchés très classiques, là, qui est encore très race, là, Mhm. l'électrique, c'est un sujet chaud, là. Moi, j'étais arrivé dans un group ride avec mon vélo électrique en Italie avant le COVID, là, puis c'était comme, oh boy, qu'est-ce qu'il fait là, lui, là, tu sais, c'est considéré de la tricherie, tu sais, Ouais. c'est pas. Fait que, non, je pense que la mentalité change, puis dépendamment aussi des régions. Tu sais, en Europe, dans les régions où il y a beaucoup dans les Alpes, par exemple, tu vas avoir beaucoup de vélos électriques parce qu'il y a de la côte, mais on ne parle pas de vélos électriques en Hollande puis sur les endroits où c'est plat. Surtout que les réglementations sont différentes. En Ouais. Europe, c'est 25 km/h. Fait que, tu ne peux pas aller dans un group ride là, si tu ne suis pas la parade avec ton 25 km/h, avec le poids que ça rajoute. Donc, c'est des marchés très différents, puis il faut les adresser de façon différente, là. Puis il y a beaucoup de Mhm. réglementations. Le vélo électrique dans les villes commence à être très réglementé en Europe là, à cause des accidents. Mhm. Rouler à 32 dans une piste cyclable avec des enfants, pas trop recommandé. Fait que, nous, on réfléchit à des technologies comme est-ce que je peux avoir un GPS sur mon vélo qui te géolocalise puis qui ajuste le moteur, puis qui réduit la vitesse du moteur parce que là, tu es sur une piste cyclable, puis quand tu sors de la piste cyclable, c'est sûr, c'est Mhm. certain que les technologies peuvent aider à démocratiser le vélo électrique dans les villes, mais il y a beaucoup, beaucoup de résistance dans les villes en ce moment où on le voit. L'Allemagne, surtout, les Allemands sont très, très réglementeux là, en général, là. Ouais. Ouais. On peut en parler longtemps. Ouais, ben on Ça se me fait un fait autre plaisir. podcast sur le sujet. Ouais. Ben, OK. encore une fois, un gros merci pour ton temps. Puis, ben, écoute, on se reparle sous peu de vélo électrique et de toute nouvelle tendance. Ça me fait plaisir. Merci Salut. beaucoup. Bye. Bye.